maintenance conditioning et du conditioning également par des rondes et par une rationalisation, une standardisation des rondes terrain en remettant les gens sur des pratiques très opérationnelles, au plus proche des machines, au plus proche des équipements. On rejoint ici des grands principes qui sont également des principes de Total Productive Maintenance, vous avez entendu parler, qui consistent à effectuer des chasses aux pertes, ce qu'on appelle des chasses aux pertes, des moudas, comme on dit dans le lean management, en tout cas, de pouvoir éduquer les gens à sentir, voir, écouter et aller détecter des vibrations excessives sur un carter, aller détecter des bruits suspects, aller détecter, etc., etc. Le deuxième principe simple sur lequel on a basé nos systèmes, c'est de considérer que la GMAO, donc les Asset Management Configuration System, ne sont pas seulement des listes de jobs à réaliser, mais viennent porter la stratégie globale de l'entreprise. Alors comment on passe d'une conception où on a une GMAO qui est utilisée comme une liste de courses à une GMAO qui doit porter la stratégie de l'entreprise? Eh bien, il faut faire comprendre aux acteurs le bénéfice de pouvoir rentrer des données qualitatives dans une GMAO de manière à pouvoir étudier le cycle de vie de l'équipement. Donc c'est bien en reportant les différentes activités au-delà des plans préventifs, j'ai pris un exemple de plan préventif basé sur le temps mensuel, il y a des événements sporadiques qui arrivent, qu'il faut traiter, par des actions correctives. Si on reporte dans les systèmes ces actions correctives, on note que cet équipement, peut-être critique, affiche une certaine dérive, en tout cas n'est pas maîtrisé au niveau de sa fiabilité. Si on ne reporte pas ces événements, on va à la fin de l'année considérer que cet équipement finalement est plutôt un bon acteur, qu'il n'y a pas grand chose à faire, que les plans de maintenance sont efficaces pour pouvoir maîtriser la fiabilité de l'équipement. On a une image complètement différente. Donc cette GMAO, on la présente comme véritable levier de pilotage de nos processus de maintenance. Le troisième élément, c'est le renforcement des relations entre la production et la maintenance. Là, encore une fois, on touche des aspects qui sont tout à fait liés à la mise en place d'une démarche TPM. La maintenance ne peut fonctionner que si elle travaille de concert avec les impératifs de production, les opérations et bien évidemment la production pour produire a besoin d'une disponibilité maximale des équipements. Et c'est en faisant travailler ensemble au travers de la mise en place d'un certain nombre d'outils que nous avons donc renforcé cette cohérence d'ensemble, aussi bien sur la partie offshore entre un capitaine et un chief engineer par exemple, que onshore, offshore avec la partie technique et opération offshore, en interface onshore, en interface avec l'offshore. Donc ce sont vraiment les trois grands fondamentaux qui ont animé la mise en place de nos principes et pratiques. Deux grands activités dans le cadre de ce projet, une activité qui va plutôt toucher la réorganisation de la maintenance et un deuxième stream qui va toucher la mise en place, l'amélioration des standards de maintenance. La première partie, très rapidement, a consisté à faire des études, des analyses de charge-capacité sur un échantillon de la flotte suffisamment représentatif, de pouvoir mener bien évidemment des analyses de risque lorsqu'il s'agissait de transférer un certain nombre de compétences de l'offshore vers l'onshore pour pouvoir mutualiser des connaissances et un certain nombre d'activités par la création de hubs à l'onshore. Donc c'est par ce biais-là, si vous voulez, qu'on a réussi à rationaliser cette flotte, qui est en cours de rationalisation, sans perdre bien évidemment les compétences et en offrant une
de standardisation de services supérieurs. Sur la partie maintenance standard, on va aborder deux aspects, la partie standardisation des processus de maintenance et la partie standardisation du système de maintenance. Je laisse la parole à Jean-Patrick pour la partie maintenance process. Sur la partie maintenance process, on a divisé le process en 6 étapes. Forecasting, planning, scheduling, executing, controlling et reporting. La prévision, la planification, la mise au calendrier, l'exécution, le contrôle et le rapport. Sur la partie forecasting, principalement, un des gros problèmes, c'est aussi notre opportunité pour ça qu'on travaille, c'est qu'on travaille dans des zones qui sont très éloignées d'ici, de l'Europe. Donc on a besoin d'avoir des prévisions à long terme en termes de maintenance pour acheminer des pièces à l'autre bout du monde, en Angola, au Nigeria, en Indonésie, à Sakhaline en Russie ou encore au Brésil. Et les fabricants n'étant pas disponibles sur place, même les plus gros fabricants, on a besoin d'identifier nos besoins suffisamment à l'avance pour pouvoir donner l'information et la date de besoin à un an à notre département achat qui lui après sur sa supply chain et la partie logistique va se débrouiller pour livrer à l'instant dont on avait estimé la pièce au bon endroit au bon moment. Tout ça sur une flotte travaillant au spot, changeant de pays régulièrement. Donc pour nos collègues de la logistique c'est un vrai casse-tête au quotidien. Sur la partie planning, on a une GMAO avec un ensemble de tâches de maintenance qui tombent régulièrement et forcément on a des pics d'activité. C'est-à-dire qu'on a des maintenances mensuelles, bimensuelles, trimestrielles, annuelles qui peuvent tomber sur certains mois tout en même temps. On peut avoir, on doit avoir besoin sur un navire de 400 heures de work capacity dédié à la maintenance sur un mois et le mois suivant on va avoir besoin de 600. À effectif constant, cela demande d'anticiper, d'être en mesure de changer le plan de maintenance, en tout cas la date de réalisation anticipée et repoussée dans certaines minutes, toujours accompagnée de l'analyse de risque inhérente à un éventuel rebond. Par la société Gobio GB2, sur la partie scheduling, le but, je vais dire un peu plus tard, c'est de toujours s'assurer qu'en termes de ressources humaines, on ait les bonnes personnes et suffisamment comment réduire la planification mise au calendrier pour qu'on soit capable en même temps de travailler de faire cette activité de maintenance sans empêcher le navire d'opérer en stoppant. On n'a pas non plus énormément de redondance sur ces navires. On a 4 à 7 moteurs, on a besoin au moins de 2, voire des fois les 4 en opération. Donc il faut caler la maintenance au bon moment et ne pas sortir une maintenance du chapeau au moment où le client nous appelle pour aller travailler à côté de la plateforme. Donc le but de cette partie scheduling, c'est un outil qu'on a développé avec une société spécialisée dans la data. Le but c'est de prendre des personnes à bord, de voir le planning opérationnel prévu et à partir de là de voir à quel moment on pourra faire la maintenance sans impacter le planning de la major pétrolière pour qui nous travaillons. Sur la partie executing, ça a été de renforcer la partie sécurité au travail, c'est-à-dire auparavant, nos équipes avaient une tâche de maintenance qui tombait, de préparer ce qu'on appelle un job safety assessment, voir quelles mesures au niveau sécurité de mettre en place pour les risques inhérents à la tâche, et ensuite commencer à travailler. Cette partie-là était chronophage, mais très nécessaire dans un environnement offshore dont le premier indicateur n'est pas financier, n'est pas de la disponibilité technique, mais les accidents de travail. Donc, pour être certain de rester le leader au niveau de ces stats d'incidents enregistrables ou de pertes de personnel, ça a été de préparer l'ensemble du plan de maintenance, d'avoir une analyse de sécurité associée et que la personne, quand elle va travailler, elle soit capable de faire ça. Ça peut sembler simple, mais sur un navire, comme on a pu voir les photos, c'est 3200 tâches sur une année différentes qu'il faut analyser. Sur la partie controlling, Jean l'a abordé tout à l'heure, c'était repartir sur des principes simples. C'est-à-dire qu'on peut installer la meilleure maintenance 4.0, les meilleures acquisitions de données pour pouvoir faire des analyses et comme propose aujourd'hui certains exposants, si on n'a pas des pratiques qui sont déjà simples, des pratiques simples faites correctement, la surcouche de modernité derrière va juste servir à relever des erreurs de maintenance, à relever des erreurs par rapport au calendrier de maintenance. Donc
Et cette partie-là, on s'en assurait de remettre simplement les ronds classiques tels que les marins sont censés le faire, au bon moment, au bon endroit et avec la bonne qualité de précision. Les majors pétrolières exerçant une forte pression sur nos activités, certains principes simples avaient des fois été un peu mis de côté ou réalisés aux mauvaises échéances. Donc on a remis simplement l'église au centre du village et remis les rondes régulières de vérification de l'état du navire vraiment dans le planning quotidien. Sur la partie reporting, c'était le slide montré par Jean tout à l'heure, où vous voyez les différents actions correctives portées sur le cycle de vie. Le but, c'est que ces actions-là soient reportées de manière précise, qu'on sache le temps qui a été alloué aux actions correctives qui ont été menées suite à ces problèmes, et s'assurer d'avoir un vrai life cycle de l'équipement, un vrai reporting, et qu'on sache quel équipement est fiable, quel équipement n'est pas fiable, et pour quelles raisons, pour pouvoir derrière l'analyser. C'était vraiment un préalable pour nous, avant la mise en place des conditions de monitoring. Maintenant, ce 4.0, on va récupérer toute une batterie de 2000-3000 capteurs déjà présents sur le navire pour après faire une analyse poussée et de la data intelligence. Si la base n'est pas propre, on allait payer des analystes simplement à nous dire qu'on a fait correctement. Donc un exemple de sous-process, la mise au calendrier, le scheduling. Là-dessus, on est allé reprendre les différentes échéances de maintenance, les différentes disponibilités du personnel et voir si ça collait. Grosso modo, c'est le graphique avec les points que vous voyez en bas à droite. La disponibilité de l'équipage en dehors des opérations pour faire la maintenance, c'est la ligne rouge. Et on avait des pointes où clairement les pointes de charge journalières n'étaient pas dans l'enveloppe et on ne pouvait pas se permettre de faire la maintenance à cet endroit-là. Les majors pétrolières ont un indicateur très simple, c'est on demande de leur donner le pourcentage de job qu'on a fait dans les temps, et ils visent tout simplement 0% sur le travaux en retard sur le matériel critique, même d'une journée, et moins de 1% à terme sur les maintenances non critiques. C'est très pointu, et donc notre activité au départ, on a mis ces KPI là en place, il n'était pas suffisant, on ne pouvait pas se driver notre stratégie de maintenance uniquement sous indicateurs. Ça a donné lieu à des attitudes de débord qui convenaient, qui marquaient le job comme fait pour après finalement le refaire derrière, tout simplement pour coller au KPI. Les KPI industrie ne permettaient pas de piloter notre activité, nous on était travailler sur d'autres KPI et surtout travailler sur une solution qui permet de conjuguer la charge de maintenance avec l'emploi du temps opérationnel. Et c'est ces algorithmes-là mis en place de scheduling qui permet de lisser la charge et de venir placer l'ensemble des points sous cette enveloppe rouge. L'organisation de la maintenance aussi était à revoir. On est plusieurs ship managers. J'incarne aujourd'hui le ship manager français qui a une bonne partie de la flotte. On a d'autres ship managers qui sont basés en Russie, qui étaient basés en Suisse, basés en Middle East, Asie, au Brésil, Mexique. Et en fait, chaque sous-entité gérait la maintenance un peu à sa manière, avec sa philosophie, des fois ses spécificités locales. On avait également d'un navire à l'autre des organisations de maintenance totalement différentes, avec des capitaines, des chefs mécaniciens qui se parlaient ou qui ne se parlaient pas. Le capitaine, sinon que la maintenance, c'était pour ceux qui étaient en le travail, à lui la navigation. Alors, il est quand même responsable de l'ensemble du navire. Donc on a souhaité remettre tout ça à plat et retravailler sur des plannings qui étaient sur des points de référence, des termes de référence, où on calait simplement, c'est du bon sens une fois de plus, des micro-rendez-vous au bon moment, en disant à ce moment-là on doit parler de ça, quels sont les problèmes qui sont apparus dans la journée, quelles sont les actions correctives qu'on met en place, si une action corrective urgente ou pas urgente, on utilise le risk assessment là-dessus pour savoir si on peut se permettre de le corriger sous 1 mois, sous 2 mois, sous 6 mois, ou si on doit le corriger dans la journée. Et ces différents termes de référence permettent de structurer l'organisation autour de la maintenance, et il y a de certains qu'on communique. On communique à bord, on communique au niveau de l'interface, c'est-à-dire principalement l'interface navire et avec son support à terre, et également à terre. C'est-à-dire que nous, en tant que gestionnaire de navire, on rapporte à nos divisions l'état technique de la flotte de manière régulière, parce qu'on a eu la tête dans le guidon en phase de construction. On accueillait des nouveaux navires tous les 2 semaines. On a eu également la tête dans le guidon au moment de la crise. Il y avait le moment de sortir un peu cette tête-là, revenir au basique, et s'assurer qu'on parlait de la maintenance au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, et de manière efficace, sans avoir de surcharge dans les boîtes, sans avoir 200 emails dans la boîte de réception, sans avoir un rapport à envoyer à telle personne et le même rapport à envoyer à une autre personne le jour suivant.
Merci Jean-Patrick. En termes de conduite du changement, l'option, encore une fois, qui a été prise sur ce projet, eh bien, c'est de travailler ensemble, c'est-à-dire de ne pas travailler en séquentiel avec une partie conseil qui va livrer un modèle standard avec des process standards, mais bien de pouvoir partager sur nos compétences respectives, à savoir les compétences métiers Bourbon, croisées avec des compétences conseil en gestion de projet et également en connaissance de système de maintenance, de process de maintenance. Donc c'est un exercice qui a été fait dès les premières étapes projet, lorsqu'on a travaillé ensemble sur le Shipman au Qatar. Eh bien, tout le monde était embarqué. Il y avait aussi bien le personnel onshore au Qatar, les effectifs de bord. Là, vous voyez des photos qui sont des photos qui se passent à bord avec des représentants également du département méthode Bourbon qui est basé à Bucarest. Donc tout le monde s'est retrouvé sur le navire pour revoir les plans de maintenance, pour faire une analyse de l'existant, etc. Donc ce projet a réellement été mené main dans la main avec le client pour un résultat plutôt intéressant. Au niveau du déploiement global, un déploiement tout à fait classique, qui commence par une étude d'écart par rapport à des standards Votre attention s'il vous plaît, nous vous informons qu'une démonstration va débuter animée par OneLife au stand D15 dans le pôle A sur le thème de la démonstration de l'ensemble des fonctionnalités de l'ERP OneLife. Une démonstration dans le stand D15 pôle A. Merci. Alors ici vous avez trois exemples en termes de gap analysis qui ont été faites à la fois sur le système de gestion de la maintenance dont vient de parler Jean-Patrick, ces rendez-vous ritualisés et standardisés à l'onshore, sur l'interface onshore, offshore et à l'offshore, une analyse sur les standards qui étaient en place chez Bourbon. Patrick en a parlé également, c'est-à-dire qu'il y a des filiales un peu dispersées et qui ont plutôt des modes d'intervention assez singuliers, assez personnels. Voilà, donc c'était de remettre tout ça à plat et puis de définir le standard Bourbon. Également sur une partie mesure de la performance, système de pilotage, et bien des indicateurs existants qu'on est venu renforcer. Du projet. Ça c'est la première étape, donc étude, analyse d'écart, pour rentrer ensuite dans une définition des modèles standards. Une fois qu'on définit ces modèles, eh bien, on les teste sur des pilotes, et quand on les teste sur des pilotes, eh bien, on récolte la matière, ce retour d'expérience pour définir les standards finaux qui vont être déployés en mode industriel sur les vagues 1 et vague 2 du projet. Sur les navires, un mode de déploiement également tout à fait standard, un mode de déploiement qui passe par trois étapes. Une étape où on fait prendre conscience à l'équipage de l'écart par rapport à la cible. Voilà, donc c'est un exercice qui est assez, qui peut se passer dans la douleur parfois, parce que c'est pas forcément évident pour un capitaine ou un chief engineer qui n'a pas du tout l'habitude de voir des consultants et de change officers débarquer sur son navire, et bien de dire moi ça fait 15 ans que je travaille comme ça, ça a toujours très bien marché. Ben non, ça marche pas forcément très bien, et donc il y a une prise de conscience nécessaire de manière à pouvoir ensuite construire ensemble et mettre en œuvre ensemble les bonnes pratiques. Après cette étape de target gap analysis, on a une étape de déploiement des pratiques, et avant l'offboarding des consultants et des change officers, eh bien, on fait une analyse, un audit pour voir quel est le point d'atterrissage avec une action comme il se doit. Le personnel embarqué côté projet, eh bien, c'est encore une fois un alliage de conseil externe, performance et management et Bourbon, puisqu'il y a un consultant à bord avec deux change officers qui sont des consultants formés par PM et qui sont des consultants internes
Bourbon, qui vont être responsables du déploiement à l'offshore sur les vagues suivantes du projet. Le training programme, eh bien, c'est un des éléments du change management. On a vu la partie déploiement. La partie formation est une constante du change management. Il faut bien évidemment former le personnel. On a parlé de ces change officers qui allaient déployer à l'offshore. Eh bien, il faut s'assurer que ces change officers aient une très bonne compréhension à la fois de ce qu'est le change management, très bonne compréhension de ce qu'est un processus de maintenance et un système de management de la maintenance, et à cette formation théorique est liée également une formation plus technique sur les outils qui sont mis à disposition par les ports. Et là on retombe sur des outils de scheduling, donc de planification dont a parlé Jean-Patrick, comme des outils de GMAO. Le dernier aspect en termes de change management, c'est la partie communication. Il est bien évidemment important d'assurer un processus de communication structuré dans le cadre d'un projet de cette taille-là, qui touche à la fois corporate, mais qui touche également les filiales. Donc une communication principalement corporate dans un premier temps, qui est ensuite diffusée sur la partie shipman, sur la partie navire bien évidemment, et c'est notamment ce qu'on appelle la préparation à l'onboarding et la préparation au projet, un certain nombre de prérequis en termes de communication, et puis la fameuse session qu'on appelle le kick-off, c'est la réunion qui permet de lancer les activités avec un message généralement qui est passé de la direction et de la direction corporate et de la direction shipman, pour sensibiliser et pour définir les attentes auprès du personnel de bord et à l'onshore. Une communication externe également qui jalonne le projet. Voilà, c'est la fin de la présentation. Donc, je pense qu'Olivier, nous avons encore un peu de temps pour les questions-réponses. On a tout notre temps. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vais me lancer quand même. Sur quels critères vous avez choisi l'outil GMAO? Sans forcément donner le nom de la GMAO, enfin, pour que vous avez le droit, on n'est pas astreint à ça, mais voilà, quels ont été les principaux critères? On a gardé le même système de GMAO qu'on avait depuis facilement fin 2008, on a pu commencer à déployer. Donc ça avait demandé un grand effort parce que le flotte grandissait, on avait donc énormément de navires à déployer, de maintenance à mettre en place. Donc on a gardé le même, on a travaillé avec l'éditeur pour l'adapter, c'est-à-dire à adapter au nouveau process pour qu'on ne crée pas des liens superficiels entre les pratiques qui étaient créées, qui étaient mises en place dans le cadre du projet et l'outil de GMAO. On a fait en sorte que les 6 grandes étapes du process de maintenance que j'ai décliné tout à l'heure, on puisse retrouver celles qui sont supportées dans la GMAO avec une icône de manière toute simple et qu'on rentre sur exactement le formulaire qui permet d'avoir les informations, les données d'entrée ou les données de sortie pour supporter le process. Donc il y a vraiment un travail de la GMAO en support du process et une adaptation de l'éditeur pour coller. Donc on n'a pas changé de GMAO. Le GMAO c'est Task Assistant, c'est le GMAO qui est utilisé assez largement au niveau marine. Et on travaille, on est un gros client de l'éditeur par nombre de navires que l'on gère et il a su adapter l'outil à nos besoins. Par rapport au fait d'imposer un standard aux autres entités de Bourbon, ça posait problème, j'imagine. Et comment vous y êtes pris pour... Il fallait clairement déjà que ça fasse consensus au sein de Corporate, donc elle est en partie de la base. On a redéfini la stratégie de maintenance, on a redéfini une maintenance policy, donc une politique de maintenance claire. Et derrière, sur l'aspect communication, fait comprendre les enjeux. Les enjeux étaient clairs, c'était limité quand on a des coûts de maintenance
et des coûts de main-d'œuvre qui sont 95% des coûts du navire. On se doit de travailler sur les deux si on souhaite baisser le coût opérationnel et arriver dans des standards qui nous permettent d'opérer dans le marché avec des taux d'affrètement bas. Donc l'enjeu était clair, hein, c'est qu'en restant sur l'ancien système, on allait être en dehors des coûts et mettre la société en difficulté. Donc aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était faire comprendre déjà l'intérêt par rapport à l'explication, c'était faire comprendre l'intérêt principal, c'était que c'était avec ce système-là qu'on pouvait continuer à travailler et continuer d'être leader. D'autres questions? Tout est clair. Combien de temps avez-vous mis avant de déployer votre stratégie? Donc on a attaqué au cours de l'année le projet, on a débuté à déployer sur les navires pilotes en septembre, c'est ça? 3 navires pilotes de 2 ship managers différents, un au Middle East et le ship manager français avec un navire au Congo, de manière à pouvoir collecter les retours d'expérience. Là, les systèmes sont quasiment mis en place sur ces navires-là et on collecte la semaine prochaine les retours d'expérience pour pouvoir modifier nos procédures et les process pour pouvoir commencer la phase de déploiement industriel qui commencera au mois d'octobre. Très bien. D'autres? Bon. De toute façon, si vous avez des questions plus personnelles, plus industrielles, on va dire, n'hésitez pas à les poser à Jean-Patrick Ducrot et à Jean Garçon. Merci beaucoup de votre participation.